you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. Bienvenue sur Copytime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter professionnelle depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission, vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et à la transformer en véritable fan. Découvrez tout de suite ma formation gratuite 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, disponible à l'adresse develop.fr/copywriting. Si vous êtes prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. Hello Sophie, comment tu vas? Merci d'avoir accepté mon invitation sur Copytime. Hello, ça va super et toi? Ça va, je te remercie. Alors, Sophie, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, donc tu es Sophie de SJ Social, tu as une agence marketing et de conseil en images et tu es experte en personal branding depuis environ 1 an et demi. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Comment t'es venue l'envie de te lancer dans cette activité? Ouais, du coup, oui, exactement. En fait, avant, moi, ça fait des années en fait que je faisais ça à côté de mes études, et j'ai toujours travaillé gratuitement ou en échange de petits services. Et effectivement, je montais un peu mon compte, mais on va dire un peu, c'est un compte personnel hasardeusement parce que j'avais plutôt des facilités. Et donc ça fait 1 an et demi vraiment que je me suis lancée, 1 an vraiment que j'ai l'agence et qui fait que grossir d'ailleurs de jour en jour. Et mais voilà, ça n'a pas toujours été comme c'est aujourd'hui en tout cas. D'accord. Il me semble que tu as étudié à la Sorbonne, donc tu étais plutôt vouée à faire de grandes études. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est vrai. Moi, j'ai jamais été une personne, j'étais pas destinée à me lancer dans l'entrepreneuriat. Toute ma famille est non seulement salariée, mais encore, disons, même fonctionnaire, qu'on n'est pas du tout sur les mêmes normes et valeurs. Et en fait, du coup, c'est ça. Moi, de la manière dont j'ai été éduquée, de ma famille, c'était vraiment les études. Donc, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Arrivé à 18 ans, je me suis dit, OK, bah, je vais partir en com parce que je sais que je suis nulle en maths et je sais que je suis pas trop mauvaise dans le reste. Donc, les choix, ça s'est fait un peu comme ça. Et du coup, je suis partie à la Sorbonne pour pouvoir, tu sais, avoir une bonne école en com et le plus des horizons les plus larges possibles. D'ailleurs, la petite anecdote, c'était que quand j'étais au lycée, j'ai toujours été une bonne élève au collège, comme la plupart des gens, tu vois. Mais par contre, au lycée, c'était un peu la catastrophe et je me suis redécouverte à la fac et je suis devenue une très très bonne élève à la fac. Enfin, donc, comme quoi, quand on est aligné avec ce qu'on fait, ou en tout cas qu'on apprécie plus, ça va mieux. Donc, ouais, du coup, 3 ans à la Sorbonne, 1 an à l'Université de Montréal. Et ensuite, j'ai fait une année, enfin, j'étais censée aller à HEC Montréal, qui est une école de commerce à Montréal. Et sauf qu'en fait, j'ai lancé mon entreprise pendant le Covid, et au moment où, en fait, où j'ai commencé mon M2, et ça a tellement pris que j'ai dû faire un choix en fait entre mes études ou continuer mon business, et j'ai choisi de continuer le business ou de continuer les études, mais sinon c'est vrai que j'aurais été dans un parcours plutôt classique. Le Covid a fait que je me suis lancée. Ouais. C'est le Covid qui t'a donné envie de te lancer, pourquoi? Alors, ça va être un petit peu lourd, mais pour raconter l'histoire, ça fait partie justement de mon personal branding et ce dont on va parler. J'ai eu un parcours pas forcément très facile. Comme je disais au début, j'ai toujours travaillé à droite à gauche dans les réseaux sociaux. J'avais une cliente, par exemple, qui avait un salon et qui faisait mes extensions de cils. Bah, je lui faisais tous ses réseaux sociaux et en échange, elle me faisait, par exemple, des cils gratuits. Mais moi, je me rendais pas compte de la valeur que j'apportais à l'époque. C'est-à-dire que j'avais pas fait passer son compte peut-être de 100 abonnés à 1500 abonnés, je sais pas combien de nouveaux clients. Et
moi, enfin, une pose de cils, ça coûte 50 balles, tu vois. donc, donc c'est sûr qu'à l'époque, c'était pas trop ça. Et en fait, du coup, ben, je faisais ça à côté de mes études et je suis arrivée à Montréal et je travaillais dans l'événementiel. Je me cherche toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais disons que c'est de plus en plus clair. J'étais dans l'événementiel et j'étais organisatrice de concerts, donc des gros concerts. Par exemple, j'avais fait le concert de Dadju à Montréal. J'avais trouvé un job qui est quand même assez incroyable, très dur à avoir, qui fait rêver les gens, tu vois, clairement. Donc j'ai organisé des concerts à Montréal, puis il y a eu Covid. Voilà, il y a eu Covid, je me retrouve dans l'événementiel, impossible de pratiquer ce que je veux faire et j'avais un poste de plus ou moins freelance, tu vois, c'était occasionnel, en tout cas c'était en fonction des événements, mais il y en avait tout le temps. Et donc je me retrouve du jour au lendemain à Montréal, du coup, à l'autre bout du monde, toute seule, sans ma famille, sans plus ou moins de vrais amis, même si ça faisait 2 ans que j'étais là, c'est pas comme toute une vie en tout cas dans un pays et sans emploi, donc plus trop de ressources de revenus. J'étais en année sabbatique justement entre mon M1 et mon M2 et du coup sans école, sans donc c'est un peu la fin du monde quand ça arrive. Et en fait, ce qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, alors que j'étais pas du tout destinée à justement à me lancer dans l'entrepreneuriat, ça a été d'avoir du coup d'être tombée tellement bas dans ma vie parce que ça a été du coup j'ai tout perdu littéralement, j'ai perdu cette année-là en fait mon grand-père, j'ai perdu mon job, j'ai perdu du coup mon école, j'ai été refusée d'une école en plus qui avait même pas un très bon niveau. J'étais assez étonnée parce que j'ai quand même toujours été une bonne élève et qui m'a refusé d'une école. Me suis mis en couple dans une relation extrêmement toxique avec une personne. Et il y a eu Covid, j'étais toute seule. Enfin, ça a été en fait un tout. Je pourrais même pas citer le nombre de choses qu'on fait que je me suis retrouvée dans un trou noir et j'ai fait une très 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 grosse dépression. Alors que moi, je suis quelqu'un qui a toujours été voilà, je souris à la vie, je suis heureuse. Et dans cette relation, en fait, en couple, ça a créé d'autres choses que juste j'étais avec un mec toxique. J'ai perdu mes amis, le peu que j'avais, j'ai eu des histoires atroces qui se sont passées. Le tout a fait que je me suis retrouvée vraiment dans un down et isolée de tout. Isolée de tout, dans une relation tellement toxique, en fait, que je n'avais plus que cette personne-là qui me donnait pas l'heure. Je pourrais pas vous expliquer à quel point j'étais seule. Dans une période où tout le monde était déjà très seul avec le Covid, mais moi, j'étais vraiment toute seule. Toute seule, toute seule. Donc, arrivé à un point, c'était devenu tellement dur parce que moi j'avais une vie, voilà, l'événementiel, on est quand même connecté, on a un réseau, on fait plein de choses, on voit des gens. J'ai réalisé en fait que voilà, je suis tombée tellement bas dans ma vie, j'ai fait une grosse dépression qui a dû, en fait, j'ai dû m'en sortir. J'étais arrivée à un point dans ma vie où j'avais pas le choix, il fallait que je me ressaisisse. Et tu vois, aujourd'hui, ça fait quand même bientôt 2 ans, enfin 1 an et demi, parce que le temps que je ressorte de tout ça, et pour te dire, d'en parler, c'est beaucoup moins clair qu'il y a encore 1 an, mais parce que j'ai tendance à essayer de refouler un peu cette partie qui a été très dure, donc les souvenirs sont de plus en plus fractionnés avec le temps, je le réalise, parce que cette histoire, je l'ai racontée plusieurs fois, puis quand j'y pense maintenant, je réalise à quel point il y a des choses qui s'oublient, alors que je sais que ça a été très très dur d'en sortir, mais... Mais tu vois, je suis arrivée à un point de ma vie où ça m'avait j'étais tellement mal dans ma tête que mon corps n'était plus là. Mon corps, et c'est bizarre de le dire aujourd'hui parce que je suis plus du tout cette personne, j'avais tout le haut du corps qui était bloqué. J'avais des migraines constamment parce que j'avais mal au cou, parce que mon dos et mon cou étaient bloqués à cause de l'anxiété chronique que je faisais. Je faisais des crises d'hyperventilation. J'étais toute seule. Hein. Vous réalisez qu'à cette époque, c'était... Et moi j'ai jamais connu ça de ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui a plus ou moins une belle vie, tu vois. Et du jour au lendemain, se retrouver aussi bas et avoir des problèmes de santé liés à un état mental, une condition que je n'avais jamais vraiment eue. Bon, on a tous eu des petits passages quand tu étais adolescent, mais là, tu te retrouves, j'avais 22 ans, je pense. Tu es quand même un jeune adulte qui vit tout seul à l'étranger, donc c'était vraiment très, très dur. Et arrivé à un certain point, j'en viens à prendre des antidépresseurs. Alors moi, les antidépresseurs, quand je le dis aujourd'hui, je me dis, mais qui sont ces gens, tu vois? Moi, je me dis, c'était que les assistés qui prenaient des antidépresseurs, pas moi. Et
Et en fait, voilà, du coup, j'en arrive à ce moment-là dans ma vie où ça fait un mois, je prends des antidépresseurs et je me dis, ok, ça peut plus durer. Là, mon ex, en plus, me fait un coup du style, ok, je veux qu'on fasse une pause. Alors moi qui suis déjà complètement dépendante émotionnelle, la fin du monde. Genre, on passe un moment dans ma vie très dur où je pleure pendant 2 semaines, où là, ça va plus du tout. Et en fait, là, je me dis, ok, il faut que je change d'air. Ça ne va plus. Il n'y a plus rien qui va. Je ressasse toute ma vie et je me dis, et là, ça va pas. Je suis pas épanouie dans ma vie. Il n'y a rien qui va. En fait, je donnais, en fait, toute l'attention un peu que j'avais, je donnais à quelqu'un qui faisait qu'en fait, je me suis jamais concentrée sur moi. Et j'essaie de prendre le peu d'argent qui me reste et de partir au Mexique une semaine dans tout inclus, un truc que je fais jamais parce que je suis une backpackeuse et en tout inclus et de dire ok ça y est, je coupe de tout, je pars, je change d'air, je pars, donc je pars en fait une semaine au Mexique où là j'étais tellement amochée dans tous les sens du terme que je peux pas parler à personne. Je dis, je suis dans un état de tellement intense que communiquer avec les gens, moi je parlais à personne. On est dans un tout inclus, tout le monde fait la fête et tout, moi je parle à personne. Je suis là pour moi, pour prendre du temps pour moi, que j'ai jamais vraiment fait ça de toute ma vie. Et c'est là où en fait par hasard dans la piscine, tu vois, de tout inclus, où genre ça fait déjà 1 an qu'on est en plein Covid et que je suis au bout de ma vie et que déjà voyager, on te culpabilise de voyager, tu vois. Et dans la piscine, je rencontre une fille euh, qui me dit juste ce qu'elle fait dans la vie. Elle me dit, écoute, je suis coach business et je gagne 200 000 euros par an. Moi qui suis en plein questionnement sur ma vie, je me dis, mais comment c'est possible? Elle voyage, elle fait le tour du monde. Donc cette fille-là, en fait, elle ne m'aide pas, mais en me disant ce qu'elle fait dans la vie, elle m'inspire. Et là, je vais me dire, mais attends, cette fille, elle a rien de plus que moi. Comment ça se fait qu'elle peut faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, être libre, parce que je l'avais jamais vraiment été, gagner plein d'argent. Et en fait, ça m'inspire. Et du coup, c'est de là que me vient l'inspiration. Et je me dis, ok, tant pis. Aujourd'hui, je suis tellement bas dans ma vie que je peux pas tomber plus bas. Donc, je tente le tout pour le tout. Je prends du temps pour moi. Je prolonge mon voyage au Mexique d'une semaine et je me dis quand je rentre. On est en décembre 2021, tu vois, donc 2020, pardon. On est en décembre 2020. Je dis quand je rentre, je me lance. Je suis rentrée donc à peu près le 15 ou quelque chose comme ça de décembre 2020. En 3 jours top chrono, j'ai lancé mon site. J'avais jamais fait ça de ma vie, hein. J'ai lancé mon site, j'ai lancé mon Instagram. Je sais pas, en fait, j'ai mis toute l'énergie que j'avais pour me sortir de ma situation. Et en fait, c'est ça. Donc, 3 jours après, je lance mon site, je lance mon Instagram. On est fin décembre, je fais une conférence avec 400 personnes parce que j'ai eu un de mes, un de mes contacts qui m'a fait intervenir dans une conférence. À l'époque, c'était MLM. Moi, qu'on aime pas, ça m'a fait tout de suite en fait décoller. Mon nombre d'abonnés passe en l'espace de 3 semaines de 0 à 1000. Et en fait, tout de suite, au bout de 2 semaines, j'ai un premier client qui me demande un coaching. Faut savoir que moi, le premier coaching qu'on m'a demandé, j'ai fait un mois, je l'ai facturé même pas 200 euros. J'étais incapable de facturer. J'avais tellement pas confiance en moi, j'étais tellement pas la personne que, en tout cas, une personne normale et épanouie. Mais c'est ça qui m'a fait sortir en fait de tout ça. C'est-à-dire que c'est en me disant de toute manière, je n'ai rien à perdre, il faut que je tente le tout pour le tout et en investissant sur moi et en prenant confiance en moi que finalement, ben, toutes les étoiles s'alignent. C'est incroyable. Jamais quand j'étais en dépression ou dans ma vie d'avant, j'aurais pu penser que me lancer aurait changé ma vie. Et surtout le simple fait d'essayer, parce que j'avais jamais essayé moi j'avais toujours eu peur de me lancer, je me dis j'ai peur de l'échec, puis là je me suis dit de toute manière je suis tellement en échec que c'est pas grave, et c'est le fait de tomber très bas qui m'a permis de me lancer et de finalement croire en moi, et qui a fait que du coup tout de suite en me lançant c'était une question de jours pour que ça décolle, et depuis ce jour ça n'a jamais cessé d'augmenter littéralement. Donc ça a été chronologique, ça a été donc les premiers coachings que j'ai eu tous les problèmes du monde, j'ai jamais été formée, j'ai jamais été coachée parce que je suis quelqu'un d'un cerveau assez particulier, j'adorais, j'ai jamais trouvé chaussure à mon pied pour l'instant. Mais j'ai fait toutes les erreurs du coup possibles et imaginables. Je n'arrivais pas à pricer et moi ça faisait des années que je travaillais quand même gratuitement dans ce secteur-là. Donc ça faisait des années que j'avais une expérience que d'autres n'avaient pas, ils facturaient plus que moi. Et j'avais des résultats incroyables, mais j'étais incapable de facturer parce que j'avais pas confiance en moi. Donc petit à petit, j'ai commencé à augmenter mes prix. Je me rappelle, donc de 200 euros à 500 à 1000. J'ai jamais dépassé 1000 parce que je suis pas une grande fervente du high ticket, même aujourd'hui, alors que j'ai des très bons résultats. Et donc jusqu'à pricer jusqu'à 1000. Petit à petit, en fait, donc j'ai commencé à avoir plein de coaching, à expérimenter plein de choses, à augmenter mes prix en fonction de ce que je trouve être la valeur réelle, même si j'ai toujours une grosse expérience. Et,
Et en fait, ensuite, au bout d'un moment, j'étais sur Clubhouse à l'époque, je speak lors d'une room, voilà. Et il y a une personne qui m'entend, qui se trouve être, je vais citer son nom, Alec Henry, qui est quelqu'un qui est assez connu dans l'infopreneuriat, et qui m'entend parler, et puis m'envoie un message. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu mon premier client. C'est pareil, il a entendu que les résultats que j'avais pu avoir, ce que je faisais, et c'est de là, en fait, que j'ai eu mon premier client de mon agence. C'est à partir de ce moment-là, il m'a demandé si je pouvais gérer son Instagram. Mais c'est-à-dire que mon premier client, c'était pas un petit client, ça a été tout de suite un très gros client, une très grosse offre à 1 500 euros. Je suis passée vraiment étape par étape, et ce premier client a été tellement satisfait de mon travail qu'il m'en a apporté un deuxième, un troisième, etc. C'est comme ça qu'en fait, à partir du coup de littéralement début 2021 jusqu'à la fin des grandes vacances d'été de l'année dernière, donc 2021, je suis passée je sais pas, rien à tout, on va dire, du coaching à l'agence en crescendo. Et j'ai eu tout de suite, je pense, 10 clients à 1 500 euros, ce qui a fait que j'ai recruté tout de suite une équipe pour m'aider. C'était pas des prestataires, c'est une vraie équipe avec des personnes qui sont toujours là depuis le début. J'ai dû changer quelques petites choses comme toute entreprise qui se grossit, mais voilà, ensuite, du coup, toucher, entre guillemets, mon dream CA, qui a été d'abord d'atteindre le premier palier, puis ensuite de passer de trouver un système pour avoir, en tout cas, une entreprise pérenne et pas juste, parce que c'est très compliqué dans ce secteur-là, avoir une agence avec, ça reste très difficilement scalable, même si on est très content, hein, ça reste 1 500 euros pour du community management. Il n'empêche que j'ai des gens à payer et c'est sûr que j'ai pas tout dans la poche. On apporte des très gros résultats. Me suis pas non plus en plus la plus chère, mais maintenant aujourd'hui, je suis depuis en tout cas l'année 2022, puisque tout a grossi sur l'année 2021, dans une situation où là je dois aller chercher l'étape d'après et je me questionne sur où est-ce que je vais. Je sais que je vais y arriver. Maintenant, c'est plus qu'une question d'alignement et de savoir ce qu'on veut vraiment, qui pour moi est le plus difficile dans le business aujourd'hui. Parce que on- j'ai ce que ça fait partie de mes convictions. Je suis persuadée qu'il faut pas aller là où il y a l'argent, mais là où on est persuadé d'être aligné, parce que l'argent est une fin en soi quand on est aligné avec ce qu'on fait. Donc, les clients, la réputation, le chiffre d'affaires, tout s'est fait en fait naturellement, bah, bien sûr à force de travail, parce que moi la première année de mon business, j'ai pas pris un moment de repos, et je recommande à personne de faire ça, mais moi j'étais incapable, je culpabilisais. En fait, je sortais d'une période tellement traumatisante que j'étais incapable de, quand j'y pense, j'avais pas de, j'ai passé par exemple 2 mois dans le sud de la France l'année dernière, je n'ai pas vu la plage une fois. Pas une fois. Genre, en tout cas, j'ai dû la voir en passant en voiture ou peut-être en allant au restaurant, mais je me suis pas posée une seule fois pour faire ça. Et donc, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de stress. Et chaque étape, j'étais toute seule, j'étais pas accompagnée, j'ai jamais eu un modèle sur qui me baser en tout cas. Et moi, ça fait partie des choses que je pense essentielles pour se construire dans le business, avoir au moins quelqu'un ou des gens sur qui avec lesquels on peut se positionner. Et ça, en tout cas, je l'ai jamais eu et je l'ai pas encore non plus aujourd'hui. C'est pas bon ni mauvais, mais je suis persuadée que c'est nécessaire pour grossir. Donc, donc voilà, en tout cas, c'est là où j'essaie de faire le plus court possible. J'ai dû louper plein de détails, mais c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est comme ça aujourd'hui que je me suis lancée, et c'est parce que j'ai eu la force de croire en moi à un moment de ma vie où c'était terrible que j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, en fait, ce moment si terrible, j'en suis vraiment reconnaissante, parce que j'en serais pas là aujourd'hui, et en tout cas, j'aurais pas la liberté que j'ai aujourd'hui sans ça. Et, euh, et j'aurais jamais pris du temps pour moi et pour me retrouver sans ça. Parce que c'est essentiel de définir des objectifs et d'avoir une sorte de, pas de rage, mais en tout cas une volonté de croire en un projet et de pas abandonner. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours su faire dans ma vie, en tout cas, et je suis née avec cette chance-là, mais c'est que je suis disciplinée. Et ça, c'est ce qui fait la force je pense, dans un succès enfin, en tout cas, si on veut réussir, c'est pas la motivation. La motivation, ça doit faire 6 mois que je l'ai perdue, mais c'est la discipline. Et parce que la motivation, en fait, elle vient en se connaissant, en sachant ce qu'on veut, et ça, c'est le plus dur dans la vie, d'être sûr d'un choix et de là où on va. Mais par contre, le succès vient grâce à la discipline. Ça, j'en suis persuadée, et tous les exemples et les personnes que j'ai pu accompagner aujourd'hui ont prouvé ça, en tout cas. Donc voilà.
Ben, franchement, tu as eu ouais, un parcours vraiment, assez incroyable et c'est allé très, très vite pour toi, je m'en rends compte. Mais comme tu l'as dit, c'est pas pour rien, c'est parce que tu as beaucoup travaillé, tu étais vraiment au pied du mur, en fait et tu avais pas d'autre choix que de réussir. Donc je pense que c'est ce qui a fait, en fait, ta force. Moi, je voulais savoir, parce que, bah, tu m'as dit que tu venais, d'une famille de fonctionnaires, enfin, de salariés de fonctionnaires. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as dit, bah, je veux être entrepreneur, je veux avoir mon business, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'ils ont pris ça? C'est une très bonne question parce que du coup, tu veux, je vais te dire, en fait, moi, je sais pas s'il y a d'autres personnes comme moi, mais j'ai vraiment le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que j'ai été élevée dans une zone ZEP. Je connais très bien les milieux, la banlieue, la cité, tout ce que ça peut représenter, enfin, je pense que tout le monde voit ce que je veux dire. D'un autre côté, ma famille, mon père est blanc, mon grand-père est inspecteur d'anglais. J'ai d'une famille très éduquée, très dont la culture fait partie, tu vois, de tout, est au centre de tout en fait. Et à côté, j'ai un goût prononcé pour le bling bling, tu vois. Donc en fait, j'ai vraiment trois choses qui n'ont rien à voir entre elles et qui m'ont toujours divisée. Et j'ai fait un suivi d'ailleurs avec un psychologue. J'ai dû être accompagnée quand justement fait ma dépression par rapport à ça. Je lui disais, mais je sais pas quoi choisir. Je résonne avec le milieu des banlieues, je résonne avec la culture, mais je résonne aussi avec le luxe. Comment je fais? Qui suis-je? Tu vois, ça a toujours été ma question. Et donc c'est vrai que ma famille, mon père me connaît, donc il m'a dit de toute façon j'ai toujours su que tu allais réussir. Lui, il a jamais dans sa tête, même quand je n'allais pas bien, c'était évident que j'allais réussir. Mais le reste de ma famille, c'était un peu je crois que tu peux y arriver, mais comment? Parce que pour eux, en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat, on est tellement dans un monde qui est incompris par le reste des gens, et c'est normal, parce que ça demande des compétences qui ne sont pas dans la norme, euh, disons que même si ma famille, j'ai une très bonne relation avec ma famille, donc tout le monde a toujours cru en moi, c'est plus la question du comment qui s'est posée, pour moi en tout cas. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça va être difficile, mais comme je disais, dans le tempérament que j'avais dans ma vie, moi, j'étais pas une personne j'ai jamais, c'est pas possible la dépression pour moi. Donc, disons que ça a toujours été une évidence pour tout le monde et j'ai eu cette chance d'avoir, entre guillemets, un naturel de battante. Mais c'est pour ça que je dis à quel point la dépression, ça a été dur. Parce que c'est dur quand on se dit, tout le monde nous dit, mais de toute façon, ça va te passer, de toute façon, tu vois, c'est pas c'est pas du vrai soutien. Le soutien est là parce que les gens t'aiment, mais est-ce qu'ils croient en toi? À quel point? C'est ça toutes les questions que ça relève. Donc, tout ce travail en fait de recherche, de déconstruction des normes, pour moi, c'est le plus important en fait. C'est de la rationalisation de ce qui se passe sans y mettre d'émotion personnelle. Et c'est ça, pour moi, ça c'est ça fait passer très très important quand on veut se lancer. Donc moi qui viens d'un milieu justement qui est super enfin, mélangé et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde parce que moi c'est la grande question de ma vie toujours. Je suis à moitié asiatique, mais je suis ni asiatique pour les asiatiques ni française pour les Français. Donc toujours un peu tu vois ce cul entre deux chaises, toujours ces questionnements. Mais moi je pense que la grande force, bah, j'imagine que tu vois ce que je veux dire. Et la grande force, en fait, c'est d'être capable de rationaliser tout ça et, euh, et de juste, en tout cas, connaître ses objectifs et d'être discipliné par rapport à ça et tout le reste, en fait. Et ça paraît tellement, même moi, quand je le dis, je me dis, mais c'est tellement dur de faire ça parce que c'est. Tu vois, je le revis aujourd'hui. En fait, je suis repassée dans une. Tu sais, il y a des étapes dans un business. Il y a quand tu te lances, il y a la croissance, il y a le pic, ça redescend, ça repique, ça redescend. Et là, moi, je suis dans la redescente. Et donc, je reviens comme au début où je sais que je sais que je vais y arriver parce que je suis disciplinée, mais c'est de savoir où est-ce qu'on va. Et en tout cas, par rapport vraiment à cette, comme je disais, le fait que mes parents étaient fonctionnaires, moi, ce qui est sûr, ça a été la déconstruction des normes. La déconstruction des normes, elle est toujours présente aujourd'hui et tout au long quand on est entrepreneur, de faire face au fait que on est sans doute incompris et que voilà, quand on est entrepreneur, on vit dans une, pardon, quand on est fonctionnaire ou même salarié, comme ce qui est le cas de toute ma famille, on vit dans un luxe comment dire, de confort
que l'on ne connaît pas et qui est très dur à assimiler. Mais je pense que le confort est une illusion, de toute manière. Alors là, moi, je suis persuadée que le confort est une illusion. Parce que même quand on est entrepreneur, on peut très bien être confortable. Je veux dire, quand on est aligné, que les choses sont logiques, le confort vient ensuite. C'est juste que être entrepreneur demande des responsabilités qui ne sont pas forcément demandées dans le salariat. Dans le salariat, on n'est pas à la tête, même quand on a un poste haut placé, c'est pas sur nous ensuite que repose tout. Donc voilà. Je voulais rester sur ton agence parce que tu as dit que enfin voilà, tu as très rapidement eu 10 clients à gérer en même temps. Donc bah, tu as dû faire appel à des collaborateurs, des collaboratrices bah, pour t'aider. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce que ça a été facile pour toi de déléguer? Comment tu t'y es pris pour que ça se passe bien? C'est le plus dur et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est que souvent quand vous allez entendre des entrepreneurs vous dire ouais, il faut scaler. Scaler, ça entend quoi? Ça entend qu'il faut commencer à déléguer. Donc c'est la partie la plus dure pour tout le monde. Pour moi, il y a plusieurs raisons à ça, mais la première, c'est de trouver des gens compétents. Alors là, c'est même pas une question de parce que il y a avoir confiance, pas confiance, on veut ou on veut pas déléguer. Pour moi, la question elle est même pas là. La raison sur laquelle tu veux pas déléguer, c'est parce que tu as peur de ne pas trouver quelqu'un d'assez compétent pour t'épauler. Et c'est vrai, parce que c'est très dur de trouver quelqu'un, surtout quand on se lance. On ne peut pas payer l'expert là à 10 000 euros par mois. Donc il faut trouver cette perle, cette personne quand on se lance qui va pouvoir t'aider et qui est douée et d'entre guillemets avoir le meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'il est évident, enfin il me semble évident que si demain tu es une grosse entreprise avec des millions et des millions de budget pour recruter le meilleur du secteur, tu vas le trouver. Mais comment tu fais, toi? Tu es un peu ce cercle vicieux du ben justement, t'as pas beaucoup d'argent, du coup, tu prends des gens moins qualifiés, et du coup, ben, en fait, ça donne pas ce que tu voudrais que ça donne. Donc, pour moi, elle est là, la complication, et je trouve que déléguer, ça a été extrêmement dur. J'ai mis plusieurs mois. J'ai recruté chaque personne au fur et à mesure, euh, parce que par exemple, les premières personnes que j'ai recrutées sur l'équipe que j'avais au départ, il y en a deux que j'ai dû changer, parce que bah, ça m'a appris que malheureusement, quelqu'un de gentil ne veut pas dire quelqu'un qui travaille bien. mais, euh, mais du coup, c'est très très dur. J'ai dû recruter, donc au fur et à mesure, je crois que la première personne que j'ai dû recruter, ça a été un vidéaste, un monteur vidéo en juin. Pour les Reels, en tout cas en particulier. Je me suis spécialisée vraiment sur Instagram parce que je suis persuadée que on ne peut pas se dire expert quand on expert réseaux sociaux, c'est impossible, c'est pas possible. Donc il faut en choisir un. Et de toute façon, il y aura toujours des gens qui veulent une expertise précise. Et comme tu t'en doutes, hein, comme toute règle marketing, plus c'est Plus c'est spécialisé et mieux c'est parce que tu as une meilleure expertise. exactement, plus c'est visé et plus tu convertis. Exact. Tu es mieux reconnu, tu peux ouais, en fait, ben, tu as une meilleure expertise, tu es plus reconnu, tu peux, davantage, ben, pricer plus fort parce que les gens justement, ont besoin de cette expertise et n'ont aucun problème à payer plus cher quelqu'un qui est spécialiste dans un, secteur très, précis, plutôt que quelqu'un, qui fait un petit peu tout, on va dire moyennement bien. Donc ouais, ouais, c'est très bien. 100% et tu convertiras toujours mieux. Et du coup, ouais, donc c'est ça, j'ai commencé par un monteur et, euh, et puis j'ai eu, je ne sais pas comment, de la chance, vraiment. Je ne saurais pas comment te dire à quel point j'ai eu de la chance parce que depuis, je cherche une deuxième personne et j'ai jamais retrouvé. Mais je te dirais que voilà, pour moi, ça a été d'abord de déléguer là où j'étais la plus nulle. Moi, j'ai toujours été bonne pour trouver les concepts, mais absolument jamais pour faire des montages vidéo. Ensuite, j'ai pris, c'était quoi l'autre? Un graphiste. Alors moi, par contre, pour le graphisme, j'ai toujours été, pas graphiste, mais en tout cas, j'ai toujours été, je faisais de la photo avant. Donc je le fais, tout ça en fait, la force que j'ai eue, c'est que tout ce que j'ai délégué, je savais le faire. Quasiment, à part bien sûr monter des vidéos, mais je savais trouver les concepts, donc c'est pareil. Et du coup, ça m'a permis de savoir exactement ce que je voulais et en fait, j'ai formé chaque personne. Donc, ce monteur que j'ai trouvé via une recommandation, il avait pas du tout il avait les skills, il avait du talent, il avait tout. Bah, je me suis dit, ok, je l'ai formé. Et je l'ai formé. Et donc, son talent, avec comment je l'ai formé, ça a été la perfection, littéralement. Et ça a été pareil pour le graphiste que j'ai pris. Je cherchais pas, moi, j'ai toujours eu un goût prononcé pour l'art, on va dire. Et je faisais de la photo avant, donc je gérais tout toute seule et
Je pense que si on voit un peu mes avant-après, enfin, on est capable de voir en tout cas ma patte artistique à ce niveau-là. Et du coup, cette personne-là, bah, pareil, j'ai trouvé un talent, je l'ai formé, quelqu'un qui était aussi bonne dans la photo que le graphisme. Et ça a fait la deuxième personne avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et ensuite, j'ai trouvé une copywriteuse. On parle du copywriting. Et même si ça aussi, pareil, tu vois, j'ai quand même fait des études de lettres à la Sorbonne, j'ai toujours été plus ou moins bonne. Et moi, ma spécialité, ça a toujours été la sémiologie. La sémiologie, pour moi, c'est la base du marketing, même si personne ne connaît le mot, parce que c'est l'étude des images, l'étude des choses. Et la psychologie, la sémiologie, pour moi, sont la raison pour laquelle quelqu'un est un bon marketeur. Mais tu vas pas dire ça sur Instagram, la sémiologie va vous faire réussir. Non, tu vas dire trois hacks pour comprendre mieux ce qu'il y a sur une image. Mais pour te dire, pour moi, ce sont des choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et du coup, bah, pour le copywriting, comprendre les gens ou comprendre ce qu'on voyait, c'est vraiment un gros plus. Mais pareil, j'ai trouvé quelqu'un, enfin, du coup, c'était une amie avec qui que je connais depuis le collège, que j'ai aussi dû plus ou moins former. Mais pareil, ce qui était très bien, en fait, c'est que je suis dans un secteur qui est très gourou. Tu vois ce que je veux dire? On est sur Instagram, on est sur des choses que les gens voient comme du gouroutisme. Et j'ai fait en sorte, dans mon équipe, d'avoir des gens qui étaient aussi bien gourous que des gens très, très, très lettrés. Et c'est ça, je pense, qui fait la force et j'en suis très fière, tu vois, et qui fait qui je suis, et ça va avec qui je suis aussi aujourd'hui. C'est d'avoir des clients, par exemple, qui sont considérés comme très gourous, mais de leur donner une équipe qui a effectivement un peu du gouroutisme, mais aussi des gens très lettrés. Ma copywriteuse, elle est traductrice copywriter, donc elle est traductrice anglais. Elle a fait un double master en traduction et en lettres, je crois, ou en histoire, je sais plus ce que c'était, mais pareil, très lettrée. Et en fait, ce que j'aime, c'est déjà de permettre de créer une sorte de juste milieu, tu vois, parce qu'on est souvent, c'est bien d'assumer pleinement son groutisme, mais c'est bien aussi de se positionner de manière à pouvoir, je pense, au-dessus. Tu vois, je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais disons que quelqu'un qui est gourou mais qui a un très bon français, c'est plus crédible, en tout cas. Donc c'est ce juste milieu un peu dans les choses, de pouvoir aider des gens qui sont aussi bien très lettrés et très corpaux que des personnes qui sont très gourous. Et ça, les deux, on peut les faire. Et j'ai justement deux monteurs aujourd'hui et enfin, j'ai divisé tout en fait pour pouvoir, j'ai assumé pleinement mes différences. Ce que avant j'osais pas faire. Je me disais comment je me positionne, comment je me niche, toutes ces questions qu'on te rabâche constamment. Je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que je fais pas juste quelque chose qui a peut-être pas collé avec tout le monde, mais qui est moi, et les gens, ils travaillent avec moi parce que c'est moi, et il faudrait juste que j'assume pleinement qui je suis. Je suis les deux, et ben je fais les deux. Et au final, c'est ce qui a fait ma force et ma différence aujourd'hui. Et donc, j'ai formé chaque personne, j'ai dû trouver, ça a été très dur, en mettant des annonces, des machins, des entretiens, des trucs, des gens, je les ai formés en fonction de ce que je savais faire, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une cohésion qui est incroyable, et je suis trop fière de dire que les gens avec qui je travaille, non seulement ils travaillent trop bien, mais ils sont trop heureux de travailler avec moi. Et ça, tu vois, c'est au-delà de l'argent, parce que moi, c'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais tout le monde barabage sur la liberté, l'argent. Moi, ça me fait pas vibrer du tout. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux, mais que ça demande 10 000 ou 1 million. On est d'accord que moi, je suis quelqu'un de simple. Et du coup, de me dire que j'ai un business qui fait pas des millions, mais qui tourne bien. Si je voulais, il pourrait faire plus. Si je voulais, il peut faire moins. Mais au moins, je me suis tranquille. Je travaille avec des gens que j'aime, des clients que j'aime. Quand ils me saoulent, ciao, bye. Il n'y a pas de... Tu sais, une vie pas prise de tête, une vie de vraie liberté. Et si il y a des gens qui raisonnent avec gagner plus d'argent et ça les fait vibrer, moi non, et ça m'angoisse. Je sais que l'argent est une finalité en soi et je suis pas inquiète par rapport à ça et je veux pas me presser par rapport à ça. Et ça fait partie aujourd'hui de mes valeurs. Et il y a peu de gens en tout cas qui les comprennent parce que tout le monde pense que c'est l'argent qui dicte le succès ou le bonheur, mais enfin entre guillemets toi et moi on sait que non. Mais du coup, c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. Moi, ce que je retiens de tout ce que tu as dit, c'est que pour être une bonne entrepreneuse, une bonne dirigeante, une bonne manager, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, il faut déléguer enfin, il faut avoir certaines compétences dans ce qu'on délègue, parce que sinon c'est impossible de savoir si la personne
bon travail. Là, comme tu as dit, toi, par exemple, tu étais nul en montage, mais tu savais exactement ce que tu voulais comme résultat. Tu avais les concepts dans ta tête, juste tu avais besoin de quelqu'un qui soit l'exécutant pour te permettre d'avoir le résultat que tu attendais. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'on est un bon dirigeant quand on a plusieurs, tu sais, quand on dit, il y a un concept à la mode en ce moment, c'est multipotentiel. Quand tu as, enfin, tu vois, des capacités qui sont très diverses, tu arrives à faire une espèce de mélange qui est complètement explosif parce que ça te permet d'avoir des résultats bah, au-dessus de la norme, en fait, finalement. Ah mais ça, tu vois, c'est j'ai lu un truc sur ça cette semaine par rapport à la délégation et c'est pour ça d'ailleurs que je ne prends pas de clients qui débutent ou des novices. Bon, non seulement parce que financièrement je suis pas du tout, enfin la bonne personne pour eux, mais surtout parce que avant de déléguer, euh, il faut l'expérimenter, c'est obligatoire. Sinon, ça ne pourra jamais fonctionner. Ça veut dire que la personne ne sera jamais capable d'estimer si oui ou non tu fais du bon travail, tout simplement. Donc, après, bien sûr, on s'entend que si demain tu dois faire des mathématiques, moi demain, moi je peux très bien déléguer un truc, je suis nulle, je sais pas calculer, mais je sais que le résultat que j'attends, il est supposé être ça, tu vois. Mais c'est différent. Mais dans ces compétences-là, précisément, c'est comme si demain, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en déléguant, ils vont avoir des résultats meilleurs. Les résultats ne seront pas meilleurs si tu sais pas déjà de quoi il s'agit. Parce que, en fait, c'est souvent l'erreur de vraiment, moi je trouve, c'est de penser que parce qu'on va déléguer, ça va obligatoirement décoller. Oui, mais il y a des conditions à ça. Si il y a plusieurs cas d'exemples, mais c'est des personnes qui sont passionnées par l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans le business et qui lancent un business, je sais pas, de tasses de thé, ok. Elles lancent des tasses de thé et la personne elle dit ok, je vais prendre un CM pour déléguer pour avoir plus de résultats, mais si tu le fais pas toi-même et tu sais pas à quoi t'attendre, tu pourras pas estimer, ça va pas prendre parce qu'en fait, c'est ce que j'explique à mes clients. Et là, on va venir justement un peu, tu vois, au business, le personal branding, au tout. C'est que il faut, euh, il faut intrinsèquement se connaître et connaître son business pour ce dont on a besoin avant d'arriver à cette étape-là. Donc la délégation, elle n'est pas faite pour tout le monde, mais tout de suite, immédiatement, elle est faite pour ceux qui sont dans le bon moment, au bon moment pour le faire. Mais il y a plein de gens qui n'en auront peut-être jamais besoin ou que quand ils en ont besoin, dans ces cas-là, c'est pas de la délégation, c'est de la collaboration. Tu vois, il y a une différence sur chaque process et un process au niveau je trouve, une entreprise et d'un freelance, c'est pas du tout les mêmes choses. Enfin, il y a plein de petites différences par rapport à ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir précisément de quoi il s'agit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à comprendre le concept d'avoir des gens qui sont formés au RH, qui n'ont aucune qualification dans les domaines dans lesquels ils recrutent. Il y en a qui sont très bons parce que justement, ils sont nichés et experts, mais il y en a d'autres, voilà. En tout cas, Alors, pour en revenir au personal branding, parce que c'est ton expertise, c'est ta zone de génie. Donc toi, je le rappelle, tu aides tes clients à déployer leur image de marque sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et avoir un personal branding puissant. C'est quoi pour toi un personal branding réussi et quels conseils tu pourrais nous donner pour améliorer notre image de marque si on a une image de marque qui est bien, mais voilà, sans plus? alors, déjà pour moi, le personal branding, il s'agit avant tout de commencer par définir ses objectifs. Parce que moi, pour commencer, quand on dit personal branding, ça veut un peu tout et rien dire. Moi, ce que j'aide les gens juste à faire, c'est pas à gagner des millions de followers ou quoi, c'est l'image. Je ne garantis pas de vente, je ne garantis pas d'abonnés, mais je garantis une image avec laquelle ils sont alignés, qui du coup va leur apporter. Parce qu'on ne peut pas réussir à avoir un bon personal branding si on n'est pas sûr de qui on est et où est-ce qu'on va. Et ça, pour moi, c'est la première étape. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais personal branding parce que c'est un peu touchy dans le sens où il y a une question d'ego, il y a une question de personnalité. Et puis quand on gagne pas de followers alors qu'on fait du personal branding, on se dit mais attends, il est où le problème? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient d'où ça vient en fait, tu vois? Donc je pense que tous les personal branding sont bons, mais il s'agit juste de vraiment travailler sur soi, être capable de définir quelles sont nos forces et nos faiblesses et ce qui nous différencie pour le mettre en avant.
Donc, un bon personal branding, ça va être celui qui est capable d'avoir un message fort, de l'assumer et mais du coup, ça pour l'avoir, il faut connaître ses forces, ses faiblesses et ce qui nous différencie. Et moi, je le répète souvent, il ne s'agit pas d'être la personne la plus originale ou différente. Tout a été fait. Alors ça, tout a été fait. Ça veut dire que on ne demande pas en fait à une personne qui veut travailler son personal branding de réinventer la roue. Bien au contraire, on n'est pas Steve Jobs, mais vraiment de trouver ce dans quoi on est bon et de l'assumer pleinement. Et là où souvent les gens se ratent dans le personal branding, euh, c'est les girouettes. Voilà, ceux qui se ratent sont les girouettes. C'est ceux qui ne sont pas sûrs de où ils vont ou qui changent tout le temps. Le personal branding, c'est avoir un message fort, avoir une voix que l'on porte de la bonne manière. Donc, c'est avoir entre guillemets, il y a le fond et la forme. Le fond, c'est le personal branding et la forme, c'est l'optimisation des contenus. Demain, le même message, tu peux en faire un carousel, un post, un reels. C'est le plus important, c'est le fond. Et si on veut avoir un personal branding réussi, c'est que ton fond, il soit écouté, peu importe la manière dont tu vas le dire. Parce que moi, demain, des gens qui me disent que la fille là, qui fait que des reels où elle danse et qui donne aucune valeur, elle a un bon personal branding parce que ses reels, ils font des milliers de vues et qu'elle a plein d'abonnés, c'est faux. Elle n'a pas d'impact, cette personne-là. Parce qu'avoir un nombre d'abonnés, pour moi, c'est des vanity metrics. Donc, c'est l'impact que l'on est capable de donner. Et je donne souvent, tu vois, cet exemple. J'ai un ami qui est journaliste et qui, lui, ses contenus ne sont pas du tout optimisés. Okay, c'est une catastrophe. Il nous fait un post, c'est un pavé sans saut de ligne, aligné, tout ce que tu veux, illisible. Mais ce qu'il dit, c'est tellement intéressant que les gens vont le lire et l'écouter. Et s'intéresser à ce qu'il fait alors que c'est pas optimisé. Ben pour moi, un bon personal branding, c'est ça. C'est une personne qui a un message qui est plus fort que sa forme, tu vois. Et c'est cette personne-là, du coup, qui est journaliste, et je pourrais donner plein d'exemples. Elle fait des contenus pas du tout optimisés, mais qui sont extrêmement portants. Et grâce à la puissance de son message, il gagne des abonnés, il gagne des followers. Parce qu'il n'y a pas de hack. Il n'y a pas de hack magique pour gagner des abonnés, il n'y a pas de hack magique pour être intéressant. Le personal branding, c'est pas se brander et avoir l'air beau, c'est vraiment trouver ce qui nous différencie ou alors là où on est le meilleur. Parce que, comme je disais, c'est très compliqué d'être différent aujourd'hui, mais tu vois, la force du personal branding comparé à une marque, moi, c'est pour ça que je m'occupe pas des marques et je me suis déjà occupée des marques et des institutions, il n'y a pas de problème. Mais j'ai décidé d'aller vers le personal branding, d'aller justement vers les entrepreneurs derrière les marques, parce que nous sommes notre propre argument de différenciation. Il n'y aura jamais deux personnes comme nous. Et ça, en fait, il faut l'assumer. Il y a trop de gens, en fait, qui se basent par rapport aux normes, par rapport aux autres. Et en fait, ce qui fait la force d'un personal branding, c'est d'être nous-mêmes et d'assumer qui on est, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et ça, c'est très dur. C'est très dur d'assumer et de comprendre qui on est vraiment. Et c'est un travail même plus psychologique qu'autre chose. Et moi, d'ailleurs, je suis une grande sociologue, psychologue, hein, dans mes centres d'intérêt, dans ce que j'aime et dans ce que je fais. Et je suis persuadée que il n'y a pas de hack, qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas je pourrais pas te dire comment avoir un bon personal branding. Ouais, bien sûr, je vais te dire, tu fais 3 posts, tu montres de la valeur, des machins, des trucs. Il n'y a pas de souci, ça, on va le faire. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est le fond derrière ça et le travail que tu vas faire sur toi et de ce que tu veux, de qu'est-ce que sont tes objectifs et de quel est le message, quelles sont tes valeurs, moi, il y a des messages que je fais passer que tout le monde connaît. Je dis toujours que le fond est plus important que la forme. Je dis toujours que la qualité est plus importante que la quantité. Et il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. Et j'ai des clients, par exemple, qui sont 100% gourous, ok, et qui me disent oui, mais je veux aller attirer une niche plus cultivée. Vous savez, par exemple, disons les gourous attirent des gourous. Il me dit oui, mais demain je veux attirer tout le monde. Je veux attirer aussi les personnes qui ont fait des grandes études, par exemple, alors que les gourous, elles vont attirer des personnes peut-être moins éduquées ou littéraires. Il n'y a pas de problème. Mais je leur dis toujours, je dis si tu veux, on peut le faire. Bon, il n'y a pas de problème. Mais je t'explique qu'il n'y a pas de logique derrière ça. Parce qu'il vaut mieux assumer pleinement qui on est et y aller à fond, all-in, parce que tout va être aligné et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner, que de vouloir plaire à quelqu'un ou des gens ou à d'autres personnes qui ne sont pas des gens qui résonnent avec nous naturellement. Donc le succès, il ne vient que lorsqu'on réunit ces éléments-là, lorsqu'on sait exactement qui on est, lorsqu'on sait où on va et qu'on l'assume pleinement.
Et au bout d'un moment, en fait, même si c'est pour ça que je dis souvent, on peut faire travailler super longtemps sans résultat et d'un jour que ça pète. Il y a tellement d'effets logiques, de raisons logiques par rapport à ça, et je le vois parfois avec des clients que j'ai. Il y a des clients chez qui, du jour au lendemain, je cerne tout de suite ce qu'il faut et bim, on commence et bim, ça pète. Voilà. Il y en a d'autres chez qui ça me prend des mois avant de trouver. Ça prend des tests parce qu'il y a des gens qui personne n'est facile. Tout le monde a un cerveau différent et on travaille vraiment avec des gens différents qui ont des histoires différentes, des personnalités différentes et c'est pas facile de cerner ces choses-là et ce qui correspond vraiment à une personne. Mais le jour où on arrive à l'alignement, ça décolle toujours. Et l'alignement, il y a beaucoup de gens qui se disent coach, un alignement, le machin, le truc. Mais l'alignement, il y a personne d'autre que toi-même qui pourra le trouver. Il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider en te donnant des, Des outils. ouais, c'est ça, un panel de t'expliquant ce qui existe ou te donnant des informations, mais c'est à toi vraiment de trouver ce qui te correspond et de l'assumer et de rester constante dans ce qui te correspond malgré que, entre guillemets, ça n'a pas l'air d'apporter des résultats. J'ai encore vu un exemple là récemment, il y a 2 jours, il y a un mec qui m'a envoyé le profil de quelqu'un que je connais depuis mes débuts. J'ai jamais aimé sa manière de communiquer. Je le trouve ridicule. Je n'aime pas sa personnalité. Mais lui, il a toujours assumé qui il était. Ok? Et c'est l'exemple même pour moi du succès. C'est la personne que j'ai rien contre cette personne en tant que telle, hein, je précise. C'est juste que quand je vois sa tête et faire des vidéos, je me dis c'est la honte. Voilà. Et je l'assume de le dire, j'aime pas. Mais pourtant, lui, il a toujours assumé, il a toujours continué, il a fait des choses qui n'étaient pas du tout alignées en adéquation avec ce que moi je faisais et ce que j'aurais pu faire. Et il a trouvé sa niche. Parce qu'il y a une audience pour tout le monde. Et, euh, et malgré que moi-même, j'aurais jamais recommandé de faire un truc pareil, ben lui, il a assumé pleinement qui il était, il a assumé jusqu'au bout et aujourd'hui, il décolle dans tous les sens du terme, que ce soit sur les gens qui le suivent ou que ce soit en termes de CA. Et pourtant, je suis pas d'accord parce que c'est l'exemple même pour moi du succès et de ce qu'on attend d'une personne qui fait du personal branding, c'est d'assumer 100% ses idées et il y aura toujours des gens qui vont être d'accord avec nous et d'autres personnes à qui ça ne va pas plaire. Avoir un impact, c'est pas vouloir plaire à tout le monde, c'est comme le marketing, hein, mais c'est encore plus prononcé. Mais c'est que un bon personal branding, c'est quand on va penser à toi, on va savoir exactement, on va avoir quelque chose qui nous vient tout de suite en tête. Tu vois, un bon personal branding, c'est peu importe ce que c'est, que ce soit un message, que ce soit du storytelling, que ce soit ton histoire, n'importe quoi, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous vienne en tête. Si quand on parle de la personne, on n'a rien qui se démarque, on n'a pas un message. Tu vois, il y a plein de gens, je les connais peut-être même de nom, mais aujourd'hui, je serais incapable de te donner un élément de leur vie ou un élément de valeur par rapport à eux. Ça, c'est un mauvais personal branding. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés, pas beaucoup d'abonnés, que je les aime pas. Quand je pense à eux, j'ai tout de suite des choses qui me viennent en tête. Parce que avoir un bon personal branding, c'est pas juste, c'est être marquant. Et c'est comme ça en fait qu'on va convertir. C'est comme ça qu'on va gagner des abonnés. C'est comme ça qu'on crée une communauté fidèle et soudée. Et du coup, bah voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais Si, tu as très bien répondu. Moi, ce que j'en retiens, c'est que pour avoir un bon personal branding, il faut d'abord passer par l'introspection, vraiment apprendre à se connaître, à connaître ses forces et ses faiblesses, comme tu le disais, et à capitaliser en fait sur ces différences, ne pas avoir peur de dire haut et fort et d'assumer haut et fort qui on est, nos opinions, notre histoire, même si on sait que ça va pas forcément plaire à tout le monde. C'est pas grave, en fait, ce qui compte, c'est juste d'être nous-mêmes, mais d'une manière qui, comment dire? C'est comme si on avait un espèce de miroir ou de projecteur qui va, décupler, en fait, ces différences-là et qui va faire que notre image sera marquante, impactante et que les gens, s'en souviendront, en fait. j'avais déjà eu, tu vois, dans mon agence, un client qui voulait absolument avoir des followers. Avoir des followers, c'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas le plus compliqué. C'est avoir des followers qui s'intéressent à ce qu'on fait qui est compliqué. Tu vois la différence? Je lui dis ok, donc on a mis en place une stratégie, puis au bout de 6 mois ou quelques mois, il me dit mais je me sens plus aligné. Je dis mais tu vois, depuis le début, je te l'avais dit que les abonnés c'est bien. Si tu crois que la preuve sociale c'est ça, tu te trompes, tu n'attireras que des gens qui vont penser que la preuve sociale c'est ça. Et si c'est ça les clients que tu veux avoir, dans ces cas-là, continue. Mais il n'y a pas de problème, il faut juste l'assumer en fait. Et tu vois, c'était moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'était au début, tu vois, c'est un de mes premiers clients, de cette expérience que j'ai eue avec lui.
déjà, ça m'a prouvé que j'étais capable de faire des abonnés à des gens, même quand ils n'avaient pas le charisme pour, ou qu'ils avaient rien un peu d'un truc, mais c'est surtout, et ça m'a prouvé la facilité, en fait, que sur les réseaux sociaux à gagner des abonnés en tant que tel. Euh, Si tu dis des choses qui sont polémiques, demain tu vas faire des vues. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Il y a des gens qui sont connus que pour ça. Il y a des gens qui sont connus que parce qu'ils font des choses polémiques. Il y a toujours un moyen facile de gagner des vues si tu creuses un peu les méninges. Mais à quoi bon si on n'est pas écouté ou alors si on n'est pas aligné. C'est donc le plus important vraiment, c'est de peut-être mettre plus de temps à gagner ces abonnés-là, à être écouté, à être entendu, mais que à la fin il y ait des vraies personnes qui soient là et pas des gens qui soient là juste parce que de temps en temps tu dis une gaffe, tu dis une bêtise, tu fais du contenu polémique. C'est pas ça du coup pour moi un bon personal branding. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Bah écoute, franchement, adoré faire ce podcast avec toi. T'es une fille vraiment très très inspirante. Ton parcours, il est juste waouh. Et je me suis reconnue dans beaucoup de choses. En fait, on a plein de points en commun et je le savais pas. Donc, enfin, en fait, ça me rappelle une fois de plus que on attire les gens qui nous ressemblent. Je pense que vraiment, je le vérifie à chaque fois en fait. Même sans connaître les personnes, tu vois, quand j'interviewe, ben, je t'ai interviewé toi, il y a pas longtemps, j'ai interviewé une autre copywriter et je la connaissais pas tellement. Et en fait, en faisant l'interview avec elle, bah, comme toi, je me suis rendu compte qu'on avait plein de points en commun. Et c'est juste fou parce que ça montre encore une fois la puissance du personal branding. Quand tu mets en avant tes valeurs, quand tu mets en avant ta personnalité, quand tu mets en avant ton histoire, bah en fait, tu attires des gens qui sont comme toi, qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que toi et avec qui tu vas connecter en fait hyper facilement. Et c'est eux, en fait, tes clients idéaux quelque part, quoi. Donc, et t'as pas de difficulté à les convertir en plus après. Donc, C'est exactement ça. Bah, en tout cas, merci vraiment beaucoup pour ces compliments. Moi, juste à savoir qu'en ce moment, tu vois, je suis vraiment sur une période de retrait parce que c'est normal. Et tu vois, tout ça, toutes ces choses-là que je dis aujourd'hui, là, j'ai pris le temps, mais je les communique pas du tout sur les réseaux sociaux parce que en fait, et je dis pas ça pour me vanter, mais je t'assure que quand tu fais bien les choses, moi après, je me retrouve avec trop de messages. Je me retrouve avec et je ne peux pas aujourd'hui assumer de demandes de travail ou des demandes de n'importe quoi, des clients ou tout ce que tu veux, si je ne sais pas où je vais. Donc aujourd'hui, tu vois, la raison pour laquelle je ne publie plus de story, je fais le strict minimum et je n'embrasse pas toute cette chose que je pourrais peut-être connaître. Moi, je sais le faire, mais je ne le fais pas. Mais c'est vraiment parce que c'est tellement, ça marche tellement bien quand on le fait bien, tu vois. Que c'est à quel point, moi aujourd'hui c'est juste parce que je suis obligée de prendre de retrait si je veux revenir plus forte, j'ai pas le choix. Mais à quel point, tu vois, j'étais arrivée à un stade où je pouvais plus montrer ni ma manière de penser, ni ce que je faisais de manière trop clivante ou de manière bien en fait, tout simplement parce que ça attirait trop. Et du coup, c'est pour dire qu'il faut vraiment quand on le fait bien, ça ne peut que marcher et moi qui suis en période de retraite, j'ai encore des demandes aujourd'hui, tu vois. Comme je dis, si t'es vraiment bon et si tu résonnes avec des personnes, au-delà du fait que c'est le combo, en fait, tu travailles bien et tu as les mêmes valeurs que cette personne, elle t'apprécie et elle a confiance en ton travail, tu ne peux pas ne pas trouver de clients, ça ne peut pas exister, ça. C'est lorsqu'on n'est pas aligné, c'est lorsqu'on ne fait pas bien, entre guillemets, des choses que ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est un peu ce que je dis toujours à mes clients, c'est mathématique. Même si je garantis pas de trouver des clients, mais à partir du moment où l'audience elle vient et qu'elle est intéressée, si elle ne convertit pas, c'est que ça vient plus de moi, tu vois. du coup, juste une dernière question parce que j'ai l'impression, enfin, tu disais là que tu étais dans une période où tu prends du recul. Comment est-ce que tu définirais tes prochains défis, hein? C'est quoi l'avenir de SJ Social dans les 3, 6 prochains mois? Quels sont tes projets? Est-ce que tu sais où est-ce que tu veux aller ou est-ce que tu es justement dans cette période de réflexion? Moi, personnellement, je suis vraiment dans une période de réflexion actuellement parce que la suite logique, tu la connais, ce serait les formations. Moi, ça me fait pas vibrer. Donc, et, et en ce moment, je me renseigne beaucoup parce que, en fait, j'ai rencontré quelqu'un hier d'ailleurs, ça m'a beaucoup éclairé, qui était comme dans la situation, à un moment dans laquelle j'étais, quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui a travaillé au Gobelin dans un secteur dans la 3D, etc. Et qui disait que, tu vois, lui, il est arrivé à un stade où pareil, il échangeait trop son temps contre de l'argent et
il était très doué dans ce qu'il faisait, mais il ne voulait pas faire de formation. Il m'a dit, en fait, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que si demain je voulais, donc en fait aujourd'hui j'en suis là. Je suis dans une période où je veux pas le faire parce que c'est pas forcément qui je suis. J'aime pas ça. Mais d'un autre côté, si demain je veux pouvoir scaler et prendre plus, il va falloir que je trouve une solution de pouvoir vendre ma connaissance contre de l'argent et plus devoir être en présentiel ou lors des coachings parce que sinon on est toujours entre guillemets, comme on dit, hein, pris au piège par son business. Mais par contre, je pense que maintenant est le bon moment. Je ne suis pas pour commencer son business et directement faire des formations. Je trouve ça ridicule, même si on a 10 ans d'expérience, parce qu'il faut tester avant tout son offre. Mais du coup, aujourd'hui, j'en suis là, je vais garder l'agence parce que ça, c'est toujours quelque chose qui me fait vibrer. Je veux diversifier mes revenus. Je suis en train de voir pour investir dans peut-être l'immobilier. Je sais pas, tu vois, au moins. Mais changer, de commencer à ouvrir les horizons. Les formations, je vais les faire et je suis persuadée que rien qu'avec mon Instagram, je vais pouvoir en vendre. Une audience qui me fait confiance. Mais par contre, la suite encore après, je sais pas. Parce que là, en fait, la suite logique, c'est de me forcer à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Donc, mais je vois pas d'option pour l'instant. Donc c'est là où j'en suis. C'est pour ça que ça fait plusieurs mois que je suis en retrait parce que je ne sais pas exactement où je vais ni comment. Je sais que je suis encore en train d'explorer les horizons. Parce que demain, si je fais les formations, je fais beaucoup d'argent. Je suis capable de le scaler, je suis capable de tout faire. C'est bizarre parce qu'il y a plein de gens qui me comprennent pas. Ils disent, ah, Sophie, tu marches sur de l'argent, tu pourrais faire tellement plus. Et aujourd'hui, je gagne correctement ma vie, mais il y a des gens qui gagnent 1000 fois plus, comme, tu vois, c'est pas, c'est, je saurais le faire, mais comme je dis toujours, faut bien réfléchir quand on s'engage sur quelque chose parce que c'est extrêmement énergivore. Donc, je garde pour l'instant, j'ai juste mon agence. Je prends quelques coachings de temps en temps, vraiment occasionnels quand j'ai le temps, parce que j'ai toujours de la demande, même si je le promotionne pas. Mais ça s'arrête vraiment à là parce que je dois réfléchir. Donc, malheureusement, je suis humaine et ça prendra le temps que ça prendra et je suis pas inquiète parce qu'il y a souvent des gens qui me disent oui mais on va te rattraper, la concurrence, le machin. Je dis y a personne, c'est vrai, faut assumer qui on est et puis y a personne. Si on dit qu'il y a de la concurrence, bah, la personne qui va aller voir la concurrence, elle ira travailler avec la concurrence. Il y aura toujours des gens qui voudront travailler avec moi. Donc Mais toi, tu es qui tu es unique et voilà, et personne peut te remplacer. C'est ça aussi la force du personal branding. C'est pour ça que moi, j'adore l'entrepreneuriat, c'est parce qu'en fait, bah, toi-même, tu es irremplaçable et les gens qui t'apprécient, qui te kiffent, bah, même s'il y a de la concurrence, même s'il y a d'autres offres, finalement, ils préféreront travailler avec toi juste parce que c'est toi et qu'ils t'aiment, quoi. Donc, il y a pas de souci à se faire. il faut faire des choix dans tout. Je sais pas, moi je vois des gens qui sont super fiers d'avoir une agence similaire à la mienne, d'avoir scalé au million ou je sais pas quoi en prenant travailler avec des grosses entreprises. Moi ça me fait mais zéro vibrer quoi, tu vois. Donc faut trouver ce qui nous correspond et si ça rapporte des millions, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Faut juste être heureux, je pense, réellement dans sa vie, si je peux conclure comme ça. Parce que ça, s'il y a une chose dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que, bah, bien sûr, l'argent ne fait pas le bonheur, ça paraît bateau, mais très peu de gens sont réellement heureux, tu vois. Bah, on a plein d'exemples de personnes qui ont la richesse, mais qui sont pas heureux. Je pense que quand on n'est pas aligné dans ce qu'on fait, c'est là, en fait, où tu te rends malheureux, où enfin, moi, je l'ai expérimenté, hein. Il y a des moments où, bah oui, j'avais de l'argent, mais j'étais au bord du burn-out parce que ce que je faisais, ça me gonflait, enfin, ça me correspondait pas et il y a rien de pire que ça, en fait. Alors oui, tu as le confort, mais si mentalement ça va pas, non, ça vaut pas tout cet argent. Vaut mieux être, voilà, être aligné avec ce qu'on fait, être épanoui, travailler avec les personnes qu'on apprécie. Moi, c'est pareil en copywriting, je sais que si je travaillais avec des grosses entreprises, je pourrais peut-être faire du x10, tu vois, au niveau de mon CA, mais ça m'intéresse pas, tu vois? C'est pas avec ces gens-là avec qui j'ai envie de travailler. Donc, je pense que si on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et toi-même, tu sais, c'est pour avoir cette liberté justement de travailler avec qui on veut, de faire ce qu'on veut. Et si c'est pour être esclave de notre propre business, non, en fait, ça valait pas le coup de se lancer. Ah, 100%. Bah écoute, je te remercie beaucoup Sophie pour cette interview. Ça a été un plaisir. J'ai adoré ta sincérité. On sent que voilà, tu es vraiment quelqu'un qui parle à cœur ouvert. Et bah, en plus, ça m'a permis de découvrir un petit peu plus ton parcours. Donc, je suis ravie et j'espère que
Ça va inspirer beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices. Je mettrai compte Instagram dans la description du podcast pour celles et ceux qui sont pas encore abonnés à ton compte. Et je te dis à très bientôt. Et ben merci vraiment beaucoup et j'ai hâte de voir la suite. À bientôt, Sophie. Bisous. À bientôt. Ciao. Bye bye. I don't understand why you're smoking now. You had me at low and Merci d'avoir écouté cet épisode de Copy Time jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne.